Durant certains accompagnements, des éléments plutôt inattendus peuvent émerger et donnent à la séance une dimension extraordinaire qui dépasse du moins le seul fonctionnement ordinaire de la psyché. Comment un thérapeute réagit-il lorsqu'en pleine séance d'hypnose ou de MDR, un défunt, une présence, voire une mémoire ancienne apparaît soudainement? Est-ce un phénomène intérieur, une expansion de conscience, ou bien l'irruption d'autre chose? Et surtout, comment appréhender cette interaction avec l'invisible dans ce cadre thérapeutique? Aujourd'hui, on explore ce territoire de plus en plus rencontré dans les thérapies brèves avec deux praticiens de référence, Evelyne Joss, psychologue clinicienne et psychotraumatologue, pionnière de l'hypnose et de l'EMDR appliqué aux dimensions invisibles, et le docteur Édouard Collot, psychiatre et psychothérapeute. Quand l'invisible surgit en thérapie brève, que se passe-t-il réellement? C'est la grande question de ce podcast d'Inexploré Praticien. Mais avant de commencer, un mot sur Inexploré Praticien, c'est le nouvel espace que nous avons créé avec Inexploré pour rassembler celles et ceux qui accompagnent l'humain dans ses dimensions visibles et invisibles. On parle psychologie, psychothérapie, approche corporelle, techniques énergétiques et vibratoires, harmonisation des lieux, soins naturels, langage sacré, guidance spirituelle, thérapie brève. En bref, on est là avec un réseau professionnel et éthique, j'insiste sur ce mot, qui met en relation les praticiens autour d'une même mission: mieux comprendre la conscience, mieux accompagner les transformations dans une dynamique multidimensionnelle et surtout rester aligné avec une pratique juste. On vous partage notamment chaque semaine des podcasts. Vous allez en écouter un extrait aujourd'hui, l'intégralité étant réservée aux abonnés. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, participer à cette belle aventure ou juste en savoir plus, tout se passe sur Inexploré Praticien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Sébastien Lely, cofondateur et directeur d'Inexploré. On est ensemble aujourd'hui dans l'univers d'Inexploré Praticien pour explorer l'invisible, les états modifiés de conscience dans une recherche d'intégration et de bénéfices concrets au quotidien. Ça fait partie des ambitions d'Inexploré Praticien. J'en cite trois autres: fédérer un réseau solidaire de praticiens engagés dans une approche holistique du mieux-être, construire un écosystème aussi dédié à la formation continue, au partage d'expériences et à l'alignement entre posture intérieure et cadre professionnel. Et l'idée, bien sûr, hein, dans la continuité de la mission d'Inexploré, c'est aussi de relier les savoirs anciens aux connaissances émergentes. Donc, merci encore à tous les professionnels déjà engagés à nos côtés et qui nous suivent pour ce podcast. Un podcast qu'on a intitulé «Quand l'invisible surgit en thérapie brève», et j'ai la joie d'accueillir la journaliste Karine Ansem pour animer ce podcast. Bonjour Karine. Bonjour et merci pour, cette introduction. Eh bien, comme tu l'as souligné, en thérapie brève, en hypnose et EMDR en tête, plus on lève les voiles sur l'inconscient, plus peut surgir l'invisible, il peut s'inviter. C'est ce dont va vous nous témoigner notre première invitée, Evelyne Joss. Bienvenue Evelyne. Merci, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes, psychologue clinicienne, vous êtes psychotraumatologue, vous êtes également maître de conférences associé à l'université de Lorraine. Vous êtes, coauteur, du livre «Les dimensions invisibles de la conscience» et vous êtes également co-organisatrice d'un événement qui aura lieu le 31 janvier, un congrès sur la conscience. C'est merci votre, témoignage, votre expérience en tout cas peut être éclairante et précieuse pour les praticiens qui nous écoutent. En effet, au fil des ans, vous avez pu constater que votre approche et votre accompagnement s'inscrivent de plus en plus à la frontière entre monde visible et invisible, et notamment à la faveur, d'épisodes d'expansion de conscience de vos patients et également, je dirais, l'irruption spontanée de leurs, défunts en séance d'hypnose et en EMDR. Alors ma première question, c'est déjà, je vais faire appel à votre témoignage, votre expérience. Comment se vit l'effraction de l'invisible en séance? Et plus largement, dans votre expérience, sous quelle forme s'est-il manifesté?
Bon, d'abord par les témoignages des patients qui ramènent, des expériences de VSCD, donc vécu subjectif de contact avec un défunt, d'expérience avec un médium, de synchronicité, de sortie de corps et cetera. Et puis des contacts avec l'invisible qui sont spontanés, donc des défunts qui interviennent dans les séances d'hypnose et de MDR sans qu'on les ait invités. Tout d'un coup, une patiente ou un patient qui dit: «Ma grand-mère est là, mon fils est là». Ce qui m'est arrivé aussi, ce sont des régressions dans les vies antérieures de façon spontanée, donc pas du tout recherchées ni de ma part ni de la part du patient. J'ai aussi eu une fois, mais c'était très impressionnant, une manifestation de possession, donc chez une dame qui venait pour, un abus sexuel, donc strictement rien à voir et subitement elle s'est mise à feuler, les yeux qui se sont révulsés, on voyait plus que le blanc de ses yeux et elle a commencé à parler d'une voix grave. Parfois des guides qui viennent aussi tout à fait spontanément donner des informations à une patiente. Par exemple, c'était assez drôle, une dame qui venait aussi pour un abus sexuel, on part en EMDR sur le regard plein de désir de son mari, qui était donc l'image cible en EMDR et tout d'un coup, il y a des guides qui viennent lui dire: «Bah, c'est qu'une expérience». Alors, c'était assez étonnant. Elle lui dit: «Mais c'est pas moi qui dis ça, hein, on me dit ça». Et les guides qui lui disent: «Bon, on est désolé, on t'a envoyé un petit peu trop vite sur terre, on n'avait pas fini le boulot». Alors elle est un peu, choquée. Eux, c'est des: «Oh, on va quand même pas en faire tout un fromage, hein. Nous, on est là maintenant pour t'aider, on t'a mis en de bonnes mains et on va achever ce qui n'a pas été fait». Donc j'ai aussi eu peut-être l'expérience la plus fondatrice pour moi, c'est qu'un guide, est venu chez un patient qui venait pour, un psoriasis, donc là aussi rien à voir. Puis après quelques séances, on a eu une information et c'est vraiment tout à fait superposable au dialogue avec l'ange et donc ça s'est déroulé pendant plusieurs années à raison d'une séance par semaine. Alors c'est pas des choses que moi j'avais recherchées, j'ai voulu l'envoyer ailleurs. Lui, c'est pas du tout non plus, ce qu'il recherchait. Ça l'a d'ailleurs effrayé en disant: «Beh, vous faites de moi un médium», donc il a arrêté à certains moments, plusieurs mois et puis bon, finalement ça s'est installé dans la durée, mais le guide nous a dit qu'on n'avait pas été choisis par hasard, ni lui ni moi et voilà, donc ça c'est, les différentes manifestations spontanées et puis bien sûr, il y a les contacts induits donc où sciemment nous allons demander à un défunt d'entrer en communication avec, l'endeuillé. C'est ça. Et quand ces surgissements, bah, vous parlez quand même d'épisodes, parfois assez impressionnants. Mmh. Comment, qu'entendez-vous et réagissez-vous en tant que thérapeute en ce moment-là? Oui, évidemment, c'est un peu compliqué, parce qu'on a parfois du mal à rester calme, on peut aussi être envahi par, la peur. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'arrive jamais rien de négatif, Mmh. donc ça doit être quelque chose d'apaisant déjà de savoir ça. Puis, l'important n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai, l'important c'est de savoir ce que ça fait au patient, donc d'interroger cette expérience. Si par exemple un défunt arrive, c'est qu'est-ce qu'il a à dire, pourquoi il est là? Hem, c'est même si on ne croit pas à l'invisible, de toute façon, ce n'est pas le thérapeute qui est au centre de l'histoire, c'est le patient. Donc, c'est de toute façon d'adhérer au fait que le monde n'est pas fait que de matière, mais il est aussi fait de sens, à tout le moins. Tout à fait. Et quels enseignements vous, dans votre cheminement de thérapeute, avez-vous pu, en tirer et qui pourraient peut-être, être inspirants pour les praticiens qui nous écoutent? Alors moi, je crois qu'il aurait fallu m'engager à 18 ans, à un moment où je savais encore tout. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, c'est-à-dire que ça a remis beaucoup en question mes croyances, le paradigme matérialiste. Donc ça a été toute une évolution, c'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour, je dirais même une révolution, hein. Bon, la terre est une révolution en 365 jours, moi, il m'a fallu beaucoup plus que ça. Hem, donc ce que ça a changé pour moi, c'est effectivement qu'il y a eu cette, conversion ontologique. J'ai vu le monde de façon différente, mais très progressivement et ce que ça m'a appris, c'est que ce qui est important, c'est d'être curieux dans la vie. Curieux de l'autre, curieux de son expérience, curieux de ce que ça lui fait cette expérience. Est-ce qu'elle est bouleversante? Est-ce qu'elle est fragmentante? Est-ce qu'au contraire, elle est salvatrice? C'est vraiment de s'interroger sur le sens de la personne. C'est ce que ça m'a appris, c'est de rester curieux Oui, de ce qui se passe pour le patient. c'est ça.
Et est-ce que les outils, de la thérapie brève, notamment ceux que vous pratiquez, l'hypnose et le MDR, est-ce qu'ils sont par leur mode opératoire, heu, est-ce qu'ils favorisent en tout cas l'émergence de ce type de phénomène et l'effritement entre, le monde visible et invisible? Sans aucun doute, hein, les premières expériences que j'ai eues de ce type, c'est avec, l'hypnose. Alors c'était vrai pour le patient, mais c'était vrai aussi pour moi. À de temps en temps de la télépathie, mais sans que je m'en rende compte. Je dis par exemple à un patient: «Beh, imaginez-vous que la lampe de votre hall pète ce matin et que votre femme vous dit ça et ça». Et le monsieur devint blême et il me dit: «C'est exactement ce qui s'est passé ce matin et c'est exactement ce que ma femme a dit». Donc ça peut être, un petit peu, perturbant dans les débuts. D'ailleurs, aujourd'hui, je préviens les patients, enfin les participants aux formations en hypnose, que ce sont des phénomènes qui risquent d'arriver, cette émergence de l'invisible. Donc incontestablement, le fait que ça élargit la conscience, que ce soit l'hypnose ou le EMDR, hein, même si, heu, les formateurs en EMDR disent qu'il n'y a pas d'état de conscience modifié, ce n'est pas du tout évidemment ce que je vois, dans mon expérience et ce que d'autres praticiens constatent. Donc c'est clair que toutes les, techniques qui vont aider à élargir la conscience vont faire qu'on va sortir de son petit ego et le petit ego, c'est les limites qui font que moi je suis différente de Sébastien ou de vous. Eh bien ces limites évidemment, elles s'élargissent et certaines personnes ont des expériences, proches du mysticisme, enfin proches d'expériences mystiques également en hypnose. Bien sûr, plus souvent dans la respiration holotropique ou avec les psychédéliques, mais ça arrive aussi en hypnose. Et vous témoignez, là, vous parlez d'autres praticiens. Est-ce que vous avez des groupes, d'échange sur, ce qui peut arriver? Ou est-ce que vous témoignez, entre vous de ce qui vous arrive? Est-ce que ça peut aider aussi d'ouvrir la parole sur ces phénomènes? Alors je pense que ça peut ouvrir la parole, même si ça suscite encore beaucoup de levées de boucliers, parce que beaucoup de gens sont encore dans ce paradigme et matérialiste et que finalement souvent on ne voit que ce qu'on peut voir. Moi, longtemps, c'était une telle dissonance cognitive que c'était une expérience impossible, donc je j'analysais ça au crible de ce qui était mes connaissances, à savoir, beh, c'était une production de l'inconscient. Donc je ne participe pas à des groupes, je suis quand même régulièrement invitée à participer à des podcasts où, bah, j'essaye de libérer la parole et donc aussi, quand je donne des formations, les personnes que je vois évidemment un certain nombre, de temps, enfin et régulièrement sur une période qui peut être assez longue, quand les gens viennent à des séminaires, eh bien, témoignent de ces expériences-là. C'est ça, tout à fait. Et vous témoignez qu'il y avait quand même, au départ, une dissonance cognitive entre, «votre éducation» entre guillemets ou en tout cas votre formation et ce que vous expérimentiez. Est-ce qu'au fil de l'expérience, vous pensez que la porosité et l'ouverture, aux mondes invisibles du thérapeute favorisent l'émergence chez leurs patients de ce type d'épisode? Bien, je dois vous dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va dans les 2 sens. J'ai plutôt l'impression dans un premier temps que moi j'ai été poussée par mes patients à m'interroger sur les choses. Maintenant, j'irai même un peu plus loin, j'ai l'impression d'être poussée par des instances supérieures à m'intéresser à ce genre de choses. Ma chaîne YouTube ou mon site s'appelle Résilience Psy parce que moi j'étais tout à fait formatée pour le trauma et rien ne me prédestinait à m'engager, à devenir une espèce de fer de lance en toute, enfin un tout petit fer de lance, mais par rapport à ces thématiques. Donc j'ai l'impression que quelque chose m'a poussée. Je vais vous donner un exemple. Une doctorante, donc qui maintenant est docteure en psychologie, c'est, Laura Perrichon, faisait sa thèse sur, les techniques pour le deuil thérapeutique et donc elle est venue, me voir de façon tout à fait, enfin elle ne connaissait rien à l'hypnose. Donc juste pour observer, je lui ai montré beaucoup de vidéos de patients et puis elle m'a dit un jour: «Mais qu'est-ce que tu fais s'il y a une entité négative?» Et ça ne m'était jamais arrivé, mais je lui ai dit: «Mais tu as raison, c'est quand même bien de préparer ça». Puis je prépare un protocole en m'inspirant d'Edith Fioré, Les esprits possessifs et la première patiente que j'ai après avoir,
hem, boucler mon protocole. C'est une femme que je connaissais depuis des années. C'était une de mes toutes premières patientes à l'époque où on voyait les gens une fois par semaine. On ne faisait ni hypnose ni EMDR. C'était bien avant ça, c'était dans mes toutes premières patientes que je connaissais donc depuis, l'éternité et qui m'a demandé de travailler sur un trauma qu'elle n'avait jamais voulu aborder et donc c'est à ce moment-là qu'est arrivée cette possession qui s'est exprimée. Donc chaque fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient mises sur mon chemin pour m'aider et pour me faire évoluer par rapport à ça. Alors, bah, évidemment, comme je vous l'ai dit, après ça se sait et donc les gens viennent davantage chez vous pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va dans les 2 sens. Par contre, en formation, j'ai vraiment eu le sentiment que des choses se sont passées. Parce que parfois, les gens ne sont pas du tout, ouverts ou prêts, pour des expériences, avec l'invisible et ça arrive parfois en formation. Donc, je vais vous donner 2 cas. Je faisais des inductions, collectives, mais simplement pour aider les personnes à expérimenter des inductions. Donc, rien à voir avec, ce que j'appelle, les trucs chalala. Et il y a une dame qui est tombée, sur le côté gauche et puis j'ai profité de la pause pour, voir parce qu'elle allait vraiment pas bien et en fait, tout d'un coup, elle me dit, «Je tremble, il ferait froid, il y a du la neige qui tombe sur les corps» et en fait, elle s'est retrouvée, c'était un soldat, en 14-18 dans les tranchées. Et l'autre monsieur qui n'allait pas bien non plus, donc ils étaient 2. Lui, il était descendu dans la tombe de son frère. Je dis: «Bien, on va y aller ensemble» et en fait, son frère avait une vie très dissolue. Le monsieur était très catholique, il pensait que son frère brûlait en enfer et on arrive dans la tombe, il y a rien et puis tout d'un coup, il y a un des murs de la tombe qui devient très lumineux et il entend son frère dire: «Je suis là». Donc je suis là dans la lumière, ce qui est pas du tout la représentation qu'il avait lui, ni de l'enfer, ni du paradis puisque lui, pour lui, c'est pas on était à côté de Dieu, et ça a été tout à fait, salvateur et donc des personnes m'ont aussi dit, hein, avec les séances d'hypnose, que des ouvertures se sont, faites. Donc il y a d'ailleurs une personne qui est devenue médium maintenant et qui s'est installée, comme médium. C'est ça. Parfois, c'est l'inverse, c'est des médiums qui viennent, se former en hypnose pour donner un cadre plus socialisé, je dirais, à leur médiumité. Oui, ces ouvertures, se font mais elles sont dans tous les sens, c'est-à-dire du patient vers le thérapeute, du thérapeute vers le patient et de l'enseignant vers les personnes formées aussi. Et quand, là, vous avez parlé, par exemple, de cette, entité, négative, ou en tout cas de cet épisode de possession, est-ce que, mais maintenant, comme vous avez, du recul, est-ce que ça s'accompagne de la même façon? Ça se pilote de la même façon, ça s'accompagne de la même façon que, je dirais, un éveil, plus lumineux, plus positif. D'une certaine façon, oui, parce que c'est, le contact, avec l'invisible et donc si je prends les défunts, l'idée est un petit peu la même, c'est-à-dire de penser qu'il y a une, conscience qui ne dépend pas de notre corps, que cette conscience peut être lumineuse et venir pour aider, puisque en général quand les défunts viennent, c'est pas pour rien, hein. En tout cas, quand ils viennent spontanément, c'est souvent dans des périodes de crise ou de danger ou de remise en question pour le patient comme, des entités qui pourraient être, davantage en errance et qui attendent qu'on leur renvoie de la lumière pour, passer dans une autre, dimension. Ce que je trouve important de toute façon, c'est toujours la triangulation, c'est-à-dire qu'on est 3. Il y a, le patient, il y a l'invisible et il y a le thérapeute et pour moi, le thérapeute, il est garant du cadre, ça veut dire aussi du fait de ce qui se passe là, c'est pas du chaos, c'est quelque chose qui a du sens, hein et que si la personne vit les mêmes choses en dehors de ce cadre-là, ça peut être tout à fait positif, mais ça peut être aussi terriblement bouleversant, voire terrifiant Mmh. et donc moi je pense que c'est important d'avoir, ce troisième larron qui est le thérapeute et qui accompagne, qui donne du contenant psychique, hein, qui dit: «Voilà, je connais les règles, je sais où on va, voilà comment ça s'appelle, voilà combien de temps ça va durer et je suis là pour guider ça». C'est ça. Et quand le patient quitte le cabinet, comment accompagnez-vous ce qui peut suivre? Parce que ça doit quand même être assez bouleversant pour le patient,
Est-ce que vous renvoyez chez d'autres, praticiens? Est-ce que vous êtes là en soutien derrière? Alors moi, je me sens tout à fait à l'aise, donc je vais, guider aussi toute la séance d'intégration. On parle beaucoup d'intégration avec les psychédéliques, beaucoup moins en thérapie, mais toutes les expériences extraordinaires comme celle-là, c'est qu'est-ce que ça fait au patient? Quel sens ça a? Qu'est-ce que ça change par rapport à sa conception de la mort, par rapport à la vie, à l'après-mort? Qu'est-ce que si un défunt est venu, qu'est-ce que ça change pour lui? Par exemple, que la perte n'est pas définitive, mais qu'elle est temporaire, on va se retrouver. Ça peut être aussi, bah, ses croyances matérialistes que ça remet en question. Qu'est-ce qu'il veut garder de cette expérience? C'est-à-dire quand il va intégrer ce qui s'est passé dans sa vie, comment sa vie sera différente? Donc pour moi, c'est toute la phase d'intégration. Si on ne se sent pas à l'aise, évidemment, avec ça, je pense que c'est bien, d'envoyer à ce moment-là vers des personnes comme le dit, Stéphane Alix, qui accueillent l'extraordinaire. Et parfois, effectivement, ça peut être, des demandes plus spécifiques. Je me souviens avoir ramé et finalement n'avoir pas trouvé, parce qu'à l'époque ça ne n'existait, enfin ça existait, mais c'était, heu, très discret. C'est une dame qui disait qu'elle voulait un prêtre exorciste suite à une expérience. J'étais tout à fait, évidemment d'accord. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un prêtre exorciste, mais ça peut être d'envoyer, voilà, chez d'autres thérapeutes qui pratiquent peut-être d'autres techniques ou qui peuvent aller plus loin que ce que moi je peux le faire, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça engage une démarche plus spirituelle, plus profonde, ça peut être, d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. C'est ça. Et donc, comme je le disais en introduction, le 31 janvier aura lieu à l'Alhambra, à Paris, le congrès sur la conscience, où vous accueillerez Stéphane Alix, Laurent Gounel, Philippe Guimand, Patrice Van Hersel, Sabrina Jecker, avec l'expérience étonnante d'un concert sous hypnose. Quelle sera la place faite justement, bah, à l'invisible et à l'accompagnement de l'invisible dans cette journée? Alors l'invisible, il n'y a que ça, hein, dans cette journée puisque, on va parler d'intuition, on va faire une expérience d'intuition, on va faire une expérience de yoga nidra. Avec le concert, on va faire une expérience de mort imminente. Alors quand j'ai d'expérience, évidemment, ce n'est pas nécessairement ce que vivent tout à fait les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, mais c'est en tout cas d'approcher. On va, parler, eh bien, de l'animisme, donc des consciences qui habitent, les plantes, qui habitent, tout notre univers et pas seulement nous, êtres humains. Donc bah, toutes ces consciences invisibles qu'on ignore, on passe à côté d'une plante, sans pouvoir imaginer qu'elle a une conscience. Or aujourd'hui, même la science peut le montrer. Et avec, Stéphane Alix, on va voir que les médiums ont effectivement accès à des informations de la part du défunt. C'est-à-dire que le défunt, est capable de communiquer certaines informations, qu'on va pouvoir, vérifier. Donc l'invisible, il est là, pas dans l'accompagnement, en tant qu'accompagnement thérapeutique. Là, il y a des séminaires qui sont plus spécialisés. Moi, j'en donne sur, la communication avec, les défunts en EMDR et en hypnose. Il y a des personnes qui donnent séminaires en hypnose spirituelle sur l'entrevie, sur, les vies antérieures et bien sûr, on va parler de chamanisme après. Donc, il y a des séminaires plus spécialisés d'accompagnement, mais ça peut peut-être être une première expérience qui peut donner envie d'explorer ces dimensions. Tout à fait. Si cette discussion vous parle, si vous êtes thérapeute, psychologue, énergéticien ou un accompagnant curieux des frontières de la conscience, je vous invite à découvrir Inexploré Praticien. C'est notre espace dédié aux professionnels pluridisciplinaires de l'accompagnement, du soin et de la conscience. L'objectif, il est très simple, vous soutenir dans votre pratique, élargir votre regard et créer des ponts entre science et spiritualité. C'est aussi un espace où vous retrouvez des événements pour échanger entre professionnels, partager des cas complexes, affiner votre posture. Donc si vous souhaitez aller plus loin, progresser, être entouré et avancer dans une communauté sérieuse et bienveillante, abonnez-vous à Inexploré Praticien et on se retrouve très bientôt.